Bonjour et bienvenue à tous dans ce 5e épisode de la série sur l'énergie. La dernière fois, on a parlé du photovoltaïque et aujourd'hui, on va parler d'un autre moyen d'exploiter directement l'énergie radiative de notre cher Soleil, le solaire thermique. C'est un sujet peu discuté sans que je sache vraiment pourquoi. Du coup, ça va être l'occasion d'apprendre plein de choses. Je vais considérer que vous avez vu la vidéo précédente de cette série, celle qui parlait du photovoltaïque. Vous savez donc déjà que le rayonnement solaire qui atteint le sol n'est pas réparti uniformément et que certaines régions sont plus chanceuses que d'autres. Ce qui est d'ailleurs assez évident, mais si j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire, j'irai jeter un coup d'œil au début de l'autre vidéo. Ici, on va se concentrer sur la conversion de l'énergie radiative solaire en énergie thermique. Autrement dit, on va regarder comment on utilise le soleil pour produire de la chaleur. De la chaleur? Jusque-là, on parlait d'électricité, et c'est un vrai sujet. Mais la chaleur, c'est un peu secondaire quand on parle d'énergie, non? C'est peut-être le premier réflexe de beaucoup d'entre vous. Pourtant, la part de l'énergie utilisée pour chauffer est absolument énorme. Si on regarde un des beaux diagrammes de l'association Négawatt pour la France et l'année 2015, on peut voir que l'utilisation de chaleur pèse pour moitié de l'utilisation d'énergie. Mais c'est énorme! J'aurais jamais parié ça. Pour produire cette chaleur, on voit qu'on passe par différents vecteurs énergétiques, autrement dit différents moyens de transporter l'énergie. On voit que l'essentiel de la production de chaleur provient des ressources fossiles. Le charbon, le pétrole et surtout le gaz qui est dominant. On voit qu'une partie provient de l'énergie renouvelable, notamment sous forme de combustible solide, c'est-à-dire tout simplement du bois. Il y a d'autres apports des énergies renouvelables comme le solaire thermique et c'est ce qui va nous intéresser ici. On voit enfin que 15% des besoins en chauffage sont fournis par de l'électricité. L'électricité est une énergie de très grande qualité, on peut en faire ce qu'on veut et c'est son gros avantage. Et c'est quoi les usages spécifiques de l'électricité qu'on voit à droite de la figure? Ce sont les usages où on a besoin d'électricité et où les autres vecteurs ne peuvent pas la remplacer, comme pour notre ordinateur, notre frigo ou la lumière. Ça ne représente que 15% de l'énergie finale utilisée en France, plus de 3 fois moins que ce qu'on utilise sous forme de chaleur. Dans mes vidéos précédentes, je n'ai parlé que de moyens de production électrique, mais vous voyez qu'on utilise énormément d'énergie qui ne passe jamais sous forme électrique. Même si on a une électricité peu polluante, il reste un gros bout du problème à résoudre. Et pour la chaleur, on va avoir des soucis vu la part des ressources fossiles qui posent à la fois des problèmes d'épuisement des ressources et de pollution. Et oui, la priorité environnementale est de nous affranchir de ces sources d'énergie pour de nombreuses raisons. En France, le résidentiel est responsable de 23% des émissions de CO2, essentiellement pour le chauffage. La chaleur est utilisée à 56% par le résidentiel, à 18% par le tertiaire, à 25% pour l'industrie et à seulement 1% pour l'agriculture. Pour rappel, le secteur tertiaire est le secteur économique qui produit des services. Les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire utilisent donc les 3/4 de la chaleur produite en France. Et du coup, tout ce qui est appelé chaleur ici, c'est quoi? C'est du chauffage? Si on jette un coup d'œil à la consommation typique d'une maison française, on voit que 62% de l'énergie utilisée l'est pour du chauffage et 11% pour l'eau chaude. Produire de l'eau chaude sanitaire pour se doucher ou faire la vaisselle n'est pas du tout négligeable. Ça représente entre 10 et 15% de la consommation de chaleur dans les logements. En plus, avec l'amélioration de l'isolation, le besoin de chaleur pour le chauffage diminue et donc la part de l'eau chaude sanitaire augmente. Ok, tu peux développer un peu cet aspect ? Un logement bien exposé et bien conçu sera capable de tirer le maximum du rayonnement solaire qu'il reçoit. C'est ce qu'on appelle le solaire passif. S'il est bien isolé, il perdra moins d'énergie et aura donc besoin de moins de chauffage. C'est un aspect primordial et un jour je devrais en parler. Par exemple, en traitant de la rénovation nécessaire d'une large partie du parc immobilier pour réduire les besoins de chauffage. Rappelez-vous toujours que la meilleure façon de réduire les impacts environnementaux, c'est de réduire nos utilisations d'énergie et de matière. Et quand on chauffe un bâtiment mal conçu, on y perd beaucoup d'énergie. Mais dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser aux technologies solaires actives. Donc quand on déploie un peu plus d'efforts pour transformer en chaleur le rayonnement solaire. Et il faut aussi noter que même un bâtiment parfaitement isolé aura toujours besoin de chaleur pour son eau chaude. Donc ça, c'est pour le résidentiel.
Et ça donne quoi pour le tertiaire et l'industrie? Je n'ai pas trouvé de données sur l'utilisation de chaleur dans le tertiaire. Ça doit ressembler au résidentiel, sauf qu'on peut supposer que les besoins du tertiaire en eau chaude sanitaire sont plus faibles. Et donc le pourcentage de chaleur qui va au chauffage doit être plus élevé. Pour l'industrie, c'est plus compliqué. Il y a des usages différents qui vont avoir des besoins différents. Par exemple, la température nécessaire pour sécher du papier n'est pas la même que celle nécessaire pour faire fondre de l'acier. Il faut garder en tête qu'en plus de la quantité de chaleur, ces conditions ont une grande importance pour le choix de la source de chaleur. Maintenant qu'on comprend mieux les enjeux de la production de chaleur, il est temps de s'intéresser aux panneaux solaires thermiques. Attends, les panneaux solaires, c'était la dernière vidéo. Tu vois, c'est tellement compliqué ce que tu fais que même toi, tu t'y perds. Pas du tout. Dans la dernière vidéo, on a vu les panneaux solaires photovoltaïques qui convertissent directement le rayonnement solaire en électricité. Ici, on va voir des panneaux solaires thermiques qui permettent de transformer le rayonnement solaire en chaleur. Contrairement aux panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques sont une technologie ancienne et mature. On en trouve déjà qui fonctionnaient il y a un siècle, même si on les a évidemment améliorés depuis. Il y a même possibilité d'en bricoler soi-même, ce qui est difficilement envisageable pour un panneau photovoltaïque. Après, il faut quand même toucher un peu, et nous on va plutôt se pencher sur ce qui existe dans le commerce. Ok, d'abord, première question, ça ressemble à quoi le solaire thermique ? Même si le principe reste le même, un capteur solaire peut prendre différentes formes. Il y a d'abord les non vitrés, ce sont de simples tubes de plastique noir où circule le fluide caloporteur, c'est-à-dire le fluide qui transporte la chaleur. Leur rendement dépend beaucoup de la température extérieure et ils servent donc surtout en été, par exemple pour chauffer certaines piscines. Beaucoup plus répandu, on a ensuite les capteurs plans vitrés où le fluide caloporteur passe dans un circuit en serpentin derrière une vitre. La présence de la vitre rend le système moins sensible à la température extérieure, puisqu'elle permet d'isoler le fluide caloporteur tout en laissant passer le rayonnement. On a donc un meilleur rendement toute l'année. Enfin, il y a les capteurs à tube sous vide, dans lesquels le fluide caloporteur circule à l'intérieur d'un double tube sous vide. Il y a donc une meilleure isolation et un meilleur rendement. Le problème, c'est que ce sont des objets plus compliqués à produire et donc plus chers. En Europe, l'essentiel du marché est constitué par des capteurs plans vitrés. Mais ce rendement que tu nous montres, c'est quoi? Eh bien, c'est l'énergie thermique que parvient à fournir le fluide caloporteur divisé par l'énergie radiative qui arrive sur les panneaux. Et on voit que ce rendement diminue avec l'écart de température entre le fluide caloporteur et l'extérieur. Pour garder un bon rendement, il vaut mieux éviter que le fluide soit trop chaud ou bien l'isoler comme dans les capteurs à tube sous vide. D'ailleurs, ces capteurs permettent de monter plus haut en température, ce qui peut être une nécessité pour certaines applications industrielles. Et le fluide caloporteur, c'est quoi exactement? C'est juste un fluide qui transporte la chaleur. C'est très souvent de l'eau à laquelle on a ajouté de l'antigel pour ne pas avoir de soucis pendant les nuits d'hiver. Mais on peut aussi avoir d'autres fluides caloporteurs. Par exemple, l'air est utilisé comme fluide caloporteur quand on utilise le solaire thermique pour faire du séchage, qui représente une part importante de l'utilisation de chaleur dans l'industrie. Notre fluide va monter en température dans le capteur solaire puis apporter la chaleur où on en a besoin. Et donc ça va dépendre de ce qu'on veut faire de cette chaleur. Et je suppose que la chaleur des panneaux, c'est pour le chauffage. On peut s'en servir de complément de chauffage, mais on l'utilise surtout pour faire de l'eau chaude sanitaire. Malheureusement, ce n'est pas quand on a le plus de soleil qu'on a besoin de chauffage. Si on regarde le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur le solaire thermique, on voit que 91% de la puissance installée est dédiée à l'eau chaude sanitaire. En Europe, c'est 74% de la puissance installée. On va donc se concentrer là-dessus et on parlera plus loin des autres usages. L'eau échauffée par les panneaux thermiques va venir céder sa chaleur dans un ballon d'eau chaude sanitaire par un échangeur thermique. On ne se douche évidemment pas avec l'eau qui circule dans les panneaux. L'eau chaude sanitaire contenue dans le ballon pourra ensuite être utilisée quand on en a besoin. Pour la circulation du fluide caloporteur, il y a deux grands systèmes. Un système passif ou thermosiphon, dans lequel c'est la différence de température qui met l'eau en mouvement. Dans ce cas-là, il faut que le ballon de stockage soit au-dessus du panneau solaire thermique. L'eau chaude étant moins dense, elle va monter puis redescendre une fois refroidie. Tant que le panneau est plus chaud que le ballon, la convection entretient le mouvement. Donc si je vois des panneaux solaires thermiques avec le ballon au-dessus, je sais que c'est des thermosiphons. Et sinon, on fait comment? Sinon, c'est un système actif où l'eau chaude est pompée vers l'échangeur. En Europe, il y a environ 60% de systèmes actifs. Dans ce cas-là, il faut utiliser un peu d'électricité pour récupérer la chaleur solaire. Dans tous les cas, le circuit d'eau chaude sanitaire a aussi besoin d'une chaudière d'appoint. Une chaudière d'appoint? Eh bien oui, tu dois commencer à avoir l'habitude après le photovoltaïque et l'éolien, mais le solaire thermique reposant sur le soleil, il est variable. L'inertie du ballon d'eau chaude peut compenser un peu, mais prendre une douche froide en hiver parce que ça fait plusieurs jours que le soleil se cache ne serait pas très agréable. On a donc besoin d'un autre moyen pour produire de l'eau chaude quand le solaire thermique ne suffit pas, typiquement un chauffe-eau électrique ou au gaz.
La part de l'eau chaude sanitaire utilisée dans une année qui est produite par le solaire thermique est appelée la fraction solaire. Et du coup, cette fraction solaire, elle est autour de combien ? D'après l'ADEME, une installation solaire thermique peut couvrir de 40 à 70% des besoins énergétiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Évidemment, ça dépend de l'ensoleillement, de la taille de l'installation et des besoins. Pour la production d'eau chaude sanitaire, on installe typiquement entre 2 et 5 mètres carrés de panneaux solaires thermiques et le ballon d'eau chaude fait 200 à 300 litres. Point important, le dimensionnement de l'installation se fait souvent de façon à couvrir à peu près tous les besoins en eau chaude sanitaire en été. Du coup, ça ne fournit qu'un appoint en hiver. Une façon de diminuer la différence entre l'été et l'hiver, c'est de jouer sur l'angle du panneau solaire thermique. L'hiver, le soleil est plus bas, donc si on rapproche le panneau d'une position verticale, on récupère mieux le rayonnement solaire en hiver et moins bien en été. Bon, on a parlé d'eau chaude sanitaire là, mais on ne peut pas faire du chauffage. Si, c'est ce qu'on appelle un système combiné. On a en plus un circuit d'eau chaude pour alimenter le chauffage. Évidemment, avoir une chaudière d'appoint est absolument indispensable dans ce cas-là, puisque c'est l'hiver qu'on a le plus besoin du chauffage dans nos régions tempérées. Et ce n'est pas en hiver que le solaire thermique va produire le plus. Et en hiver, on ne produit rien? Non, il ne faut pas croire ça non plus, mais on produit moins. En plus, vu qu'on veut limiter l'écart de température entre le fluide et l'extérieur pour garder un bon rendement au niveau des capteurs, c'est mieux d'avoir du chauffage qui ne nécessite pas de monter haut en température, comme du chauffage au sol où le circuit d'eau chaude passe dans la dalle de béton et se sert de sa grande inertie thermique. Dans ce cas-là, l'eau dans le circuit n'a pas besoin d'être aussi chaude que si on l'envoie dans des radiateurs. Mais le problème, c'est que pour avoir du chauffage en hiver, il faut une grosse installation qui produira beaucoup trop de chaleur en été. Et ça peut être problématique, non? Oui, s'il faut refroidir le système en été, ça peut vite devenir un gouffre énergétique et donc n'avoir aucun intérêt. Certains systèmes peuvent se vidanger en été, mais ce n'est pas non plus optimal. L'idéal, c'est de pouvoir se servir de ce surplus, par exemple pour chauffer une piscine. Ok, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais la chaleur, on peut la stocker? En fait, j'en ai aucune idée, mais je me dis que ce serait cool de pouvoir stocker le surplus. Et c'est normal d'avoir aucune connaissance sur cette question. La chaleur qu'on utilise est soit produite par l'électricité, et donc à notre échelle, on ne réfléchit pas trop à comment elle est produite, et on en dispose quand on veut, soit elle est produite à partir de sources d'énergie chimique potentielles, comme le bois, le gaz ou le fioul. Et dans ce cas-là, elle est mobilisable à la demande. On se pose donc pas souvent la question du stockage de chaleur. Et alors, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, il y a même différentes façons de faire. On va donc se servir d'un petit article scientifique pour faire le tour de cette question. D'abord, on peut faire un gros réservoir d'eau et y stocker l'excédent de chaleur pour le récupérer quand on veut. L'avantage, c'est que l'eau va se stratifier dans ces réservoirs en fonction de la chaleur. L'eau chaude plus dense va se retrouver au-dessus et l'eau froide en dessous. L'échange thermique entre deux volumes d'eau étant lent, cette stratification est stable. Il y a généralement plusieurs échangeurs de chaleur à plusieurs niveaux du réservoir. Du coup, on peut par exemple récupérer de l'eau très chaude pour les usages d'eau chaude sanitaire et de l'eau moyennement chaude pour le chauffage. On a une certaine flexibilité qui permet une gestion optimale du stock de chaleur. Le souci, c'est qu'il faut construire le réservoir, ce qui peut être coûteux en moyens, matériaux et énergie. On peut aussi faire du stockage dans un mélange de gravier et d'eau. Le principe est le même, mais c'est moins coûteux à construire, même s'il faut un plus grand volume pour stocker de l'énergie que dans le cas précédent. Ok, j'aurais jamais imaginé. Mais quitte à stocker dans du gravier, pourquoi on n'utilise pas directement le sol? Eh bien, on le fait, et on le fait avec deux approches différentes. On peut utiliser des aquifères existants. Les aquifères sont des formations géologiques suffisamment poreuses pour stocker de grandes quantités d'eau, et suffisamment perméables pour que l'eau puisse circuler. Si cet aquifère est entouré d'une formation imperméable, on a un gros réservoir d'eau naturelle. Pour injecter de la chaleur dans l'aquifère, on creuse des puits et on extrait de l'eau qu'on passe dans l'échangeur de chaleur. L'eau chaude est ensuite réinjectée dans l'aquifère à une bonne distance d'où elle a été prélevée. Pour récupérer la chaleur, on fait la même chose dans l'autre sens. Au final, on ne change pas la quantité d'eau dans l'aquifère et on ne fait qu'y ajouter ou retirer de la chaleur. Les caractéristiques techniques de ce type de stockage vont beaucoup dépendre de la situation géologique. Ok. Et la seconde méthode? Même principe, mais c'est quand on a un sol suffisamment dur pour pouvoir y faire de beaux forages. On fait plein de forages d'environ 15 cm de diamètre sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur et on met des tubes en U dans lesquels on fait circuler le fluide caloporteur. Si le fluide est plus chaud que la roche alentour, il va céder de la chaleur. S'il est plus froid, il va en récupérer. On peut donc stocker ainsi de la chaleur dans le sol. Là, on se rapproche un peu des systèmes utilisés en géothermie, dont on parlera aussi un jour. Mais ça marche vraiment ça? On perd pas toute la chaleur?
Pas tout, mais on perd effectivement. Les pertes vont beaucoup dépendre des caractéristiques du sol. S'il y a des mouvements d'eau par exemple dans le sol foré, les pertes peuvent être très importantes et il faut raffiner l'installation pour limiter les mouvements d'eau. A l'inverse, si la roche présente de bonnes caractéristiques et si l'installation est bien faite, notamment si le remplissage du forage assure un bon transfert de chaleur entre les tuyaux de fluide et la roche, on ne perd que 30% de la chaleur. C'est donc un très bon moyen de stockage d'énergie. On peut donc stocker la chaleur. Mais tu m'as un peu paumé. Je croyais qu'on parlait d'installation chez des particuliers. J'imagine personne faire un forage de 200 mètres dans son jardin. Exact. Des particuliers peuvent avoir des réserves d'eau enfouies pour stocker de la chaleur, mais la plupart de ces systèmes de stockage sont utilisés par des réseaux de chaleur. Des réseaux de chaleur ? Eh bien, comme des réseaux électriques distribuent l'électricité, les réseaux de chaleur permettent de distribuer la chaleur à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Le premier réseau de chaleur moderne remonte à 1882 et est toujours en activité. C'est celui de New York. Si l'habitat est dense, les pertes dans le transport sont faibles et on peut mettre en commun des moyens de production de chaleur. Par exemple, si les déchets sont incinérés, on peut récupérer la chaleur et la distribuer aux alentours. J'ai fait 1 an d'études en Norvège et c'est comme ça que mon université était chauffée. Ah oui, et du coup on peut l'alimenter avec n'importe quelle source de chaleur. Exactement, et on peut par exemple avoir de grosses installations de solaire thermique avec des moyens de stockage et une deuxième centrale d'appoint au bois ou au gaz. La mise en commun des moyens de production de chaleur peut être un sacré gain puisqu'il y a de bons effets d'échelle. Même si, encore une fois, il faut regarder chaque projet au cas par cas pour voir ce qui est optimal. Ok, je dois t'avouer que le solaire thermique, je ne suis pas du tout familier avec. Du coup, je suis un peu paumé avec tout ça. T'as pas un petit exemple pour qu'on voit à quoi ça ressemble ? Ok, on va jeter un coup d'œil à un quartier qui a déployé ce type de technologie. C'est au Canada, dans la ville d'Okotoks. Il fait 28 degrés en été et moins 33 degrés en hiver. Autant dire qu'on a besoin de chauffage. C'est un réseau de chaleur pour 52 maisons bien isolées. Il y a 800 panneaux solaires thermiques pour une surface totale de 2300 mètres carrés. Plus de 40 mètres carrés de panneaux par maison. C'est une belle installation. La majorité de ces panneaux sont posés sur les garages qui sont spécialement conçus pour. La chaleur est centralisée au niveau d'un centre de répartition qui a accès à un champ de forage dans lequel stocker la chaleur excédentaire en été pour la récupérer en hiver. Le centre de répartition dispose de 2 gros ballons de 130 000 litres d'eau qui servent de tampons de chaleur. Le stockage de la chaleur dans le sol se fait par 144 forages espacés de 2,25 m, profonds de 35 mètres et dans lesquels on a mis des tubes en U. Du coup, le volume de roche dans lequel on stocke la chaleur fait plus de 30 000 mètres cubes. Ok, l'installation est impressionnante. Et avec tout ça, on a de l'eau chaude toute l'année ? Ce quartier existe depuis 10 ans, donc on a un peu de recul. Il faut souvent un peu de temps pour que ce type d'installation fonctionne bien, parce que les premières années, il faut faire monter en température la roche du stockage. Mais sur les 5 dernières années, la part de solaire dans l'approvisionnement de chaleur était systématiquement au-dessus de 90%, avec une moyenne à 96%. Et ici, on ne parle pas que de préparation d'eau chaude sanitaire, mais aussi de chauffage. Et on est au Canada. Ok, c'est plutôt classe. L'appoint se fait à l'électricité et il en faut encore un peu de temps en temps. De plus, il faut encore de l'électricité pour pomper les fluides dans le système. Mais pour 1 kWh d'électricité consommée, le système fournit 30 kWh de chaleur. Bref, c'est assez impressionnant et c'est une belle démonstration que ce type de système pourrait fonctionner et pourrait nous aider un peu avec nos problèmes environnementaux. Alors pourquoi on n'en met pas partout ? Parce que c'est un prototype qui a été largement financé à des fins de démonstration et de recherche. C'est simple, ça a coûté autour de 10 millions d'euros et ça ne couvre que 52 maisons. C'est absolument hors de prix. Mais c'est toujours le cas avec des prototypes. Il faut voir dans quelle mesure une industrialisation de ces systèmes peut les rendre accessibles. Un des résultats de cette démonstration a par exemple été de se rendre compte que ce serait beaucoup plus rentable si on avait fait un système plus grand, avec plus de maisons. Et est-ce qu'on a d'autres exemples ? Oui, il y a aussi l'immeuble Génie en Suisse, qui est le premier bâtiment chauffé entièrement à l'énergie solaire. 276 mètres carrés de panneaux solaires thermiques. Et ce coup-ci, c'est une citerne de 200 000 litres pour le stockage. Il y a beaucoup d'autres exemples, notamment en Suède, au Danemark et en Allemagne. Ils n'atteignent pas tous une fraction solaire aussi élevée, mais l'optimum économique et environnemental n'est pas forcément à 90%. Il y a des systèmes de toute taille et utilisant différentes formes de stockage. Le Danemark a par exemple beaucoup de stockage thermique dans du gravier. Il y a des systèmes qui fonctionnent moins bien que les 2 exemples que j'ai donnés parce qu'ils sont moins bien conçus ou qu'il y a eu des imprévus. Je voulais juste vous montrer que ces systèmes existent, qu'ils sont intéressants et qu'ils permettent de faire du stockage intersaisonnier de chaleur, ce qui n'est pas forcément intuitif. Et ces systèmes avec des réseaux de chaleur, est-ce que tu penses qu'on en verra plus à l'avenir ?
Oui, l'évolution de l'approvisionnement en énergie nous obligera probablement à faire avec moins, mais aussi à faire avec ce qui est accessible et à faire avec différentes sources d'énergie. Deux choses qui devraient jouer pour les réseaux de chaleur dans les villes. Le solaire thermique est encore un peu cher, mais la raréfaction des ressources fossiles et la lutte contre le changement climatique peuvent vite faire grimper le prix des ressources fossiles et rendre le solaire thermique extrêmement intéressant. Son plus gros atout, c'est que le soleil ne s'épuise pas et que son prix ne dépend pas du baril. Le stockage paraît également prometteur et pouvoir stocker la chaleur de l'été pour l'hiver est un gros avantage. Si on veut pas la stocker, il y a une autre application potentielle qui se développe pour cette chaleur excédentaire. Produire du froid. Produire du froid avec du chaud. Je crois que le soleil t'a tapé un peu fort sur la tête. Eh bien non, c'est parfaitement possible. La technologie la plus répandue pour la climatisation à partir de solaire thermique est celle des machines frigorifiques à absorption. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait pas mal de temps, mais c'est important de l'évoquer parce que c'est une évolution potentiellement intéressante du solaire thermique. L'utilisation du solaire thermique pour la climatisation est encore peu développée et ne constitue que 3 à 4% des usages du solaire thermique, mais elle pourrait être très attrayante pour les pays chauds. De plus, les réseaux de chaleur sont techniquement des réseaux d'échange de chaleur. On peut donc faire des réseaux de froid si on en a besoin. La vidéo est trop longue pour développer cet aspect et c'est une technologie récente sur laquelle on a peu de recul et où j'ai peu de visibilité. Ça peut être une partie importante du solaire thermique de demain comme ne jamais décoller. Je vous laisse évidemment quelques documents en description pour les plus curieux. Ok, maintenant qu'on a vu tous ces systèmes, est-ce qu'on pourrait revenir au niveau des capteurs solaires thermiques? Parce que j'ai quelques questions. D'abord, c'est quoi le rendement? Le rendement va dépendre de beaucoup de facteurs. Il faut évidemment que les panneaux thermiques soient bien exposés au soleil. Un autre facteur important est la différence de température entre le fluide caloporteur et l'extérieur. On l'a vu, plus la différence de température est élevée, moins le rendement est bon. On ne peut donc pas atteindre des températures très élevées avec les capteurs plans vitrés, contrairement aux tubes sous vide qui peuvent monter plus haut en température. Mais bon, personne ne veut se laver les mains à l'eau bouillante, donc ce n'est pas gênant si les capteurs plans vitrés fournissent une eau entre 50 et 80 degrés. En gros, le rendement se situe entre 30 et 40% pour l'ensemble de l'installation. On récupère donc 30 à 40% de l'énergie radiative de notre cher soleil en sortie de robinet. Mais attends, c'est beaucoup plus que le photovoltaïque. De mémoire, c'était autour de 15%. Exact, mais on n'obtient pas non plus la même chose. Avec un panneau photovoltaïque, tu as 15% de ton rayonnement solaire sous forme d'électricité. Avec du solaire thermique, tu as disons 35% de ton rayonnement solaire sous forme de chaleur. Avec l'un, tu peux faire tourner ton ordinateur pour voir cette vidéo et avec l'autre, tu peux avoir de l'eau chaude et du chauffage. Mais du coup, il ne faut surtout pas utiliser des panneaux photovoltaïques pour faire du chauffage. Utiliser du photovoltaïque pour chauffer serait stupide pour deux raisons. D'abord parce que ce serait bien moins optimal que d'utiliser un panneau solaire thermique, comme on vient de le voir, mais aussi, et c'est un peu plus technique, parce que tous les calculs compliqués qu'on a fait dans la dernière vidéo pour voir si les panneaux photovoltaïques étaient une technologie crédible de production d'électricité reposaient sur l'hypothèse qu'on utilisait les dits panneaux pour des usages propres à l'électricité. Quand on fait cette hypothèse, on multiplie par 3 l'énergie fournie pour prendre en compte la qualité énergétique de l'électricité, ce qu'on pourrait désigner par la notion d'exergie que j'ai introduite dans la première vidéo sur l'énergie. Donc si on utilise des panneaux photovoltaïques pour produire de la chaleur, leur taux de retour énergétique est beaucoup moins bon. Sauf, petite exception, si on utilise l'électricité de ces panneaux pour alimenter des pompes à chaleur, et j'en reparlerai un peu plus loin. Ok, donc le solaire thermique a un rendement pas mal du tout, mais ce n'est pas le plus important. En fait, le rendement pourrait être plus faible, ce qu'on cherche toujours à savoir c'est est-ce qu'on retombe sur nos jambes? Est-ce que c'est un moyen crédible de fournir de la chaleur? Ah oui, c'est ton fameux taux de retour énergétique dont on n'arrête pas de parler dans toutes les vidéos. Exact. En gros, combien on va récupérer d'énergie par rapport à celle qu'on a utilisée pour produire ce système. Et là, je dois avouer que ce n'est pas super facile de trouver des réponses. J'ai feuilleté la littérature scientifique, mais je n'ai pas trouvé de belles synthèses comme pour les panneaux photovoltaïques. Le temps qu'il faut à un système pour fournir autant d'énergie qu'il en a fallu pour le produire varie entre quelques mois et quelques années. Évidemment, ça dépend de l'ensoleillement, mais même une étude réalisée en Irlande trouvait que certains systèmes avaient besoin de moins de 2 ans pour rembourser l'investissement énergétique initial. Si on tape sur une durée de vie de 20 ans, on a donc un taux de retour énergétique autour de 10. Si on parie plutôt sur 30, on a 15. Les durées de vie données pour ces installations vont de 20 ans à plus de 30 ans. Donc en moyenne, on devrait être quelque part entre les deux. On a donc un bon taux de retour énergétique. Une étude de 2016 réalisée en Corse trouve même un taux de retour énergétique de 16 pour des panneaux vitrés et de 64 pour des tubes sous vide. Et cette étude considère tout le système de circulation de l'eau.
La pompe, l'énergie utilisée par la pompe, l'entretien, le transport et le démantèlement. De façon générale, les études sur le sujet laissent penser que le taux de retour énergétique est supérieur à 10, ce qui en fait un moyen de production de chaleur tout à fait légitime du point de vue énergétique. Pour les moyens de stockage, je n'ai vu que quelques tentatives de quantification, mais en général, les moyens de stockage thermique sont très bons. Ils demandent beaucoup moins d'énergie à produire que l'énergie qu'ils vont être capables de stocker sur leur durée de vie. Le solaire thermique est donc une façon crédible de produire de la chaleur. Et concernant les matériaux des panneaux solaires thermiques, la plupart des matériaux utilisés sont recyclables, verre, aluminium et cuivre. Pas de gros soucis de ce côté-là. Selon l'ADEME, les panneaux solaires thermiques sont recyclables à 90% et ont une durée de vie de 30 ans. Autrement dit, le solaire thermique est bien moins polluant que la majorité des alternatives existantes. En particulier, c'est une bien meilleure solution que les ressources fossiles. Vu qu'on parle du fossile, est-ce que ça permet d'éviter beaucoup d'émissions de CO2? Eh bien, ça dépend de la source de chaleur que le solaire thermique vient diminuer. Si c'est du fioul ou du gaz, le gain est vraiment significatif. D'après l'ADEME, 1 mètre carré de panneau solaire thermique fournit autant de chaleur que 50 à 70 litres de pétrole. Ça permet donc d'éviter de brûler une quantité appréciable de gaz ou de fioul. Si le solaire thermique vient remplacer de l'électricité, le gain dépend des pays et de leur façon de la produire. L'électricité en France étant assez bien décarbonée, le gain est moindre. J'ai également trouvé des quantifications de l'impact évité par rapport à l'impact produit lors de la production et de l'installation du système. Une installation de solaire thermique ne met au maximum que quelques années à compenser l'impact de sa fabrication, si elle vient remplacer la combustion de ressources fossiles, comme le gaz ou le fioul. Comme pour le photovoltaïque, cette durée est influencée par la source d'énergie utilisée pour la production de ces panneaux. Donc pour résumer, on a des gros besoins de chaleur, on a un système qui a du sens énergétiquement, qui ne pose pas de gros problèmes environnementaux et qui permet d'éviter des émissions de CO2. C'est pas mal du tout. Du coup, on en a beaucoup dans le monde ? Pour se faire une idée, on va pas mal se baser sur un rapport de l'AIE sorti en 2016 sur des données qui vont jusque 2015. On va commencer par les bonnes nouvelles. Le solaire thermique n'est pas très connu du grand public. Pourtant, si on regarde à l'échelle mondiale, il a fourni plus d'énergie en 2015 que le photovoltaïque. Même si d'un côté on a de la chaleur et de l'autre on a de l'électricité. Après, il faut aussi se rendre compte que 357 TWh ne représentent qu'un peu plus du tiers de l'énergie thermique utilisée en France. Au final, ce n'est même pas 1% de l'énergie finale consommée dans le monde. Comme l'éolien et le photovoltaïque, on regarde un moyen de production d'énergie qui est encore très faible. L'AIE estime que les 335 TWh produits par le solaire thermique ont évité l'émission de 116,4 millions de tonnes de CO2. Avec des émissions mondiales annuelles autour de 40 milliards de tonnes, ça représente qu'une petite économie de moins de 1%. Mais vu où on en est avec le climat, toutes les économies sont bonnes à prendre. De façon générale, toutes les petites améliorations sont insuffisantes, mais elles sont aussi absolument nécessaires. C'est encore bien trop peu, mais ce n'est pas inutile pour autant. La capacité installée et la chaleur produite ont augmenté assez rapidement ces dernières années. C'est la Chine qui remporte de très loin la palme d'or avec 70% de la capacité installée. L'Europe arrive deuxième avec 12% de la capacité installée. J'en ai déjà rapidement parlé, mais l'essentiel de la chaleur produite par le solaire thermique est utilisé pour la préparation d'eau chaude sanitaire, qui représente 92% de la puissance installée. Seulement 2% est utilisé dans des systèmes combinés qui comprennent un appoint pour le chauffage et 6% est utilisé pour du chauffage de piscine. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'usage du solaire thermique dépend très fortement des pays. Évidemment, les climats de ces pays ont une influence, mais même à climat équivalent, on trouve de sacrées différences. C'est un rappel que la question énergétique est très politique. Les États-Unis et le Canada utilisent une grande partie de leur solaire thermique pour chauffer des piscines, par exemple. On voit aussi que, suivant les régions, il y a beaucoup de chauffage thermique individuel, comme en Chine, alors que la région qui comprend Israël, la Jordanie, le Liban, les territoires palestiniens, la Tunisie et le Maroc ont beaucoup de systèmes mutualisés. Même le choix des technologies dépend énormément du pays. Globalement, les tubes sous vide sont beaucoup plus utilisés dans le monde que les panneaux plans vitrés, alors que c'est l'inverse en Europe. En fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est la Chine qui change la donne, vu qu'elle a la grande majorité de la capacité installée. Après, si on ramène au nombre d'habitants, c'est l'Autriche, Chypre et Israël qui sont sur le podium. On voit que l'Allemagne s'en sort pas si mal, la France est plutôt autour de 30 kW pour 1000 habitants. Pourtant, l'Autriche n'est pas sous les tropiques et l'Allemagne reçoit moins de soleil que nous. Ce n'est pas les conditions environnementales qui tranchent la question, mais des facteurs politiques, culturels et industriels. Et maintenant, la mauvaise nouvelle si on considère que le solaire thermique est une bonne chose, ce que mes recherches sur le sujet me laissent penser. Son taux de croissance ne fait que diminuer depuis plusieurs années. Il est plus faible que l'éolien et le photovoltaïque.
Dans certains pays, il s'est complètement effondré, alors que ces pays ne sont pas nécessairement équipés. C'est par exemple le cas en France, où le marché a fortement diminué depuis 2012. En fait, le solaire thermique dépend beaucoup de facteurs politiques, économiques et culturels. Un photovoltaïque trop avantagé par des mesures politiques, par une communication de masse ou par les prix très bas pratiqués par la Chine peut fortement diminuer l'intérêt pour le solaire thermique, par exemple. Le déploiement des panneaux solaires photovoltaïques, c'est la seule chose qui concurrence le solaire thermique? Non, le solaire thermique reste cher. Comme l'aspect économique est important pour comprendre le faible déploiement du solaire thermique, on va se pencher dessus et utiliser une étude récente sur la compétitivité de la filière française. On peut voir que le solaire thermique individuel pour la préparation d'eau chaude sanitaire est loin d'être compétitif avec le gaz, mais n'est pas si loin d'être compétitif avec l'électricité. Pour le collectif, le solaire thermique n'est pas non plus rentable face au gaz, mais la différence est moindre. L'étude est complète et je conseille à ceux qui veulent aller plus loin de la feuilleter. Elle signale par exemple que le solaire thermique pourrait voir son prix diminuer significativement en cas de fort déploiement, puisqu'on gagnerait sur les effets d'échelle et les savoir-faire. En fait, c'est quelque chose qu'on observe si on retourne sur le rapport de l'AIE. On peut voir que dans leur quantification des coûts, il y a de fortes disparités entre les pays. La France est au-dessus des autres pays, probablement parce que le solaire thermique est peu déployé chez nous. S'il était amené à se développer, les coûts devraient diminuer pour se rapprocher de pays où la technologie est bien déployée, comme en Autriche. Je ne vais pas développer plus cet aspect et je renvoie les plus curieux à ces deux documents. Je pense que vous avez compris l'idée générale. Oui, le solaire thermique c'est cher, donc le problème vient plutôt du côté économique. Mais ce n'est pas beaucoup plus cher et il y a quand même de gros avantages. Oui, il permettrait de réduire pas mal les impacts environnementaux. Ce serait donc logique du point de vue de la société dans son ensemble d'accepter ce surcoût. Une façon de le faire serait de faire payer aux ressources fossiles leurs externalités, avec une taxe carbone par exemple. Pour l'instant, les solutions possibles sont plus rentables parce qu'on ne prend pas en compte le coût de leur pollution. Une autre solution est tout simplement de mettre en place des subventions. En France, il y a par exemple un crédit impôt de 30% sur l'achat d'un chauffe-eau solaire sous certaines conditions. Même sans mesure politique, les ressources fossiles ne pourraient pas continuer à être éternellement aussi peu chères et la hausse des prix inversera la compétitivité. En plus, une technologie comme le solaire thermique permettrait de créer beaucoup d'emplois, ce qui peut être vu comme une bonne chose suivant aux opinions politiques. Et à part le prix, est-ce qu'il y a d'autres barrières au solaire thermique? Le solaire thermique est également concurrencé par d'autres technologies de production de chaleur, comme la pompe à chaleur dont je vais parler succinctement. Une pompe à chaleur fait l'inverse d'un frigo. Elle va récupérer de la chaleur au niveau d'une source froide, comme l'air extérieur, et l'apporte à une source chaude, comme l'intérieur de la maison. Évidemment, vous vous doutez que pour ça, il faut utiliser de l'énergie. Mais la pompe à chaleur va récupérer plus de chaleur qu'elle va consommer d'électricité. Typiquement, une pompe à chaleur qui utilise 1 kWh d'électricité peut récupérer 3 kWh de chaleur. Et je vous vois venir, il ne s'agit pas d'un moyen infini de produire de l'énergie. Avec ces 3 kWh de chaleur, on ne pourrait pas produire 1 kWh d'électricité. Si on faisait le calcul en exergie, on se rendrait compte qu'on en perd évidemment dans le procédé. Au final, c'est juste que l'électricité a une bien plus grande qualité énergétique que la chaleur. Vous êtes sur une chaîne qui respecte la thermodynamique. Ah, mais c'est pour ça que tu disais qu'utiliser des panneaux photovoltaïques pour produire de la chaleur n'a du sens énergétiquement que si on a une pompe à chaleur. Oui, dans ce cas-là, ça a du sens, mais un système panneau photovoltaïque plus pompe à chaleur pour produire de la chaleur revient plus cher que des panneaux solaires thermiques. Ça a plus d'impacts environnementaux et c'est moins efficace. Au-delà de la comparaison avec le photovoltaïque, en France, on a la chance d'avoir une électricité décarbonée. Donc utiliser de l'électricité pour la production de chaleur n'est pas une si mauvaise idée dans l'optique de lutter contre le changement climatique. Surtout si on utilise des pompes à chaleur. Il faudrait faire une vidéo dédiée à la production de chaleur en comparant les différentes options. Mais ce que je veux dire, c'est que le solaire thermique est une des solutions intéressantes pour produire de la chaleur. Mais elle n'est pas la seule. Un autre investissement qui peut être intéressant est le renforcement de l'isolation. Je ne peux pas tirer de règle générale, ça va dépendre du logement de chacun. Mais il peut être plus intéressant d'investir dans l'isolation que d'installer du solaire thermique. En attendant, beaucoup de chaleur en France est produite avec du fioul ou du gaz. Oui, et c'est cette partie qu'il faut réussir à diminuer avec le solaire thermique ou d'autres moyens de production faiblement carbonés, que l'on parle de pompe à chaleur, de renforcement d'isolation ou autre. D'ailleurs, la meilleure solution va dépendre de la situation. Pour le solaire thermique, c'est très visible, ça dépend des possibilités dans une situation donnée, du gisement solaire, de l'orientation des toits, et ça dépend aussi des besoins de chaleur. Si on regarde le stockage, ça va même dépendre des caractéristiques géologiques de la zone. C'est donc très dur de porter un jugement général sur une technologie dont l'efficacité peut être très différente entre deux situations. Si le solaire thermique souffre de l'existence d'autres solutions environnementalement intéressantes, ce n'est pas forcément dramatique.
Mais s'il souffre du prix encore bien trop bas des combustibles fossiles, de mauvaises politiques, d'un traitement médiatique désavantageux ou de mauvaises régulations économiques, c'est beaucoup plus problématique. Un dernier mot sur l'opposition entre panneaux solaires thermiques et panneaux solaires photovoltaïques, parce que moi, si j'ai un petit toit, je dois bien choisir. Eh bien, cette opposition n'a pas forcément lieu d'être. En fait, il existe des panneaux solaires hybrides qui font les deux en même temps. C'est une technologie récente et on ne va pas aller au fond de cette application parce que la vidéo est déjà très longue, mais c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, on a vu que le rendement d'un panneau photovoltaïque décroît avec la température. Utiliser du solaire thermique pour récupérer la chaleur du panneau permet donc d'accroître le rendement des cellules photovoltaïques en les refroidissant. L'autre avantage, c'est que le photovoltaïque n'est pas capable de récupérer tout le spectre du soleil. La partie qui n'est pas récupérée par les cellules photovoltaïques peut donc l'être sous forme de chaleur. Il faut encore des recherches sur la question, mais on pourrait arriver à des panneaux performants qui fournissent électricité et chaleur, en maximisant donc l'exergie qu'on extrait du rayonnement solaire. D'autres systèmes encore plus récents combinent des panneaux photovoltaïques avec un système de circulation d'air qui récupère la chaleur des panneaux non pas avec de l'eau mais avec de l'air. C'est ce qu'on appelle assez mal l'aérovoltaïque et là-dessus j'ai une visibilité extrêmement limitée. Et en plus, je pense qu'il est temps de conclure. Le solaire thermique consiste à convertir le rayonnement solaire en chaleur. Et c'est une bonne nouvelle puisqu'on a vu que nos sociétés ont de très gros besoins en chaleur, bien plus qu'en électricité. En France, la moitié de l'énergie utilisée est utilisée sous forme de chaleur. Un quart l'est dans l'industrie, mais la majeure partie l'est dans les bâtiments. Le solaire thermique peut prendre différentes formes et a de nombreux usages, mais il sert majoritairement à la production d'eau chaude sanitaire. Il peut être utilisé à l'échelle individuelle, mais aussi collective, en passant notamment par des réseaux de chaleur. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il existe des moyens efficaces de stocker la chaleur, y compris sur plusieurs mois, de façon à récupérer au cœur de l'hiver la chaleur estivale. Le solaire thermique est une technologie mature et simple. C'est une façon crédible de produire de la chaleur qui a des impacts environnementaux bien moindres que les combustibles fossiles encore largement utilisés pour nous chauffer. Il pourrait donc permettre de réduire les émissions de CO2 et d'autres problèmes environnementaux comme la pollution de l'air. C'est aussi une technologie qui repose sur un flux d'énergie renouvelable. Il est complètement sous-développé dans le monde et en France. Ce sous-développement peut s'expliquer par un coût élevé par rapport aux combustibles fossiles, qui devrait être plus cher si on en payait les externalités, mais aussi pour des raisons politiques, économiques et culturelles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur l'énergie et j'espère vous avoir appris plein de choses. Je voudrais ici vous donner une petite opinion perso sur le sujet. Le solaire thermique me paraît une façon crédible de produire de la chaleur et je ne comprends pas pourquoi c'est complètement sous-exploité. C'est une technologie simple, robuste et mature, ce qui est un énorme avantage. Mais paradoxalement, ça le rend moins sexy que le photovoltaïque qui se prête plus facilement aux beaux discours économiques et politiques. Est-ce que c'est l'explication du désamour pour le solaire thermique? Sa simplicité? Honnêtement, je ne sais pas. J'espère ne pas avoir raté quelque chose dans mon analyse parce que la très faible notoriété du solaire thermique est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. C'est la deuxième longue vidéo, et celle-là à bas des records, sur une technologie liée au soleil. Mais vous pouvez voir que c'est très différent du photovoltaïque. Cette technologie et la production de chaleur en général est moins connue que le photovoltaïque et j'ai pas mal appris en creusant le sujet. Malheureusement, il y avait beaucoup de choses et je vais donc devoir faire une dernière vidéo sur l'énergie solaire pour vous parler des applications restantes, comme le solaire à concentration, ces grandes centrales dans le désert qui produisent de l'électricité sans être photovoltaïque pour autant. Ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo sur l'énergie. Un grand merci à tous ceux qui contribuent financièrement à cette chaîne. C'est grâce à vous que je peux livrer mes vidéos fouillées sur l'environnement et l'énergie. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net.